Bonjour, bienvenue dans la saison 2 de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture, dans une approche non manichéenne et pour ne pas opposer passé et futur, dans une réflexion transversale permettant de vivre au présent dans un cadre de vie plus heureux car mieux identifié. Carpe diem. Je suis Anne-Charlotte, chroniqueuse du podcast, accompagnée de l'ingénierie son pour vous offrir le meilleur. Merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Triptyque Architecture qui se définit elle-même comme l'agence de l'architecture contemporaine. Bonjour Guillaume Cibaud. Bonjour. Et bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes l'un des associés de Triptyque et vous représentez votre agence aujourd'hui. Combien d'associés êtes-vous ? 4. 3 Français et une Brésilienne. Déjà, ça donne envie d'en savoir davantage. L'agence a une particularité qui est celle d'être implantée à la fois à Paris dans le 9e arrondissement, rue Marguerite de Rochechouart, et à la fois au Brésil, Rua Arroyo de Sao Paulo. Oui, absolument. Arrojo, on dit, mais c'est Arrojo. Voilà, moi j'ai appris l'espagnol à l'école, donc c'est vous qui allez mener le rythme D'accord. sur votre identité brésilienne. Alors vous avez vous-même un parcours atypique, architecte DPLG, DEA urbaniste IUP, associé fondateur de l'agence d'architecture et urbanisme Triptyque au Brésil en 2000 et en France en 2008. Lauréat NAJA 2008, membre fondateur de l'école de Samba, Académico de... Alors là, je vous laisse le faire à ma place. Académico do Baixo Augusta. Merveilleux. Sao Paulo 2009, fondateur de l'association OCA 2009. Alors je veux voir ça. Est-ce que vous participez au Carnaval de Rio ? Alors non, puisque c'est une école de São Paulo. Ah, oui. Et c'est important puisque Je suis vraiment on vous racontera l'histoire. Ouais. Et vous enseignez à l'Escola da Cidade ? Absolument. Alors je n'enseigne plus malheureusement puisque je suis revenu m'installer définitivement en France, mais j'y ai enseigné pendant quelques années, oui. Pouvez-vous nous raconter l'histoire de cette double implantation, de votre jeunesse, de votre envie d'architecture, de vos études, de votre association ? D'accord. Alors effectivement, l'histoire, évidemment, n'était pas écrite pour se passer de cette manière. Mais il y a eu très tôt, chez les associés Triptyque, la volonté quand même de s'extraire un peu de notre contexte d'études et peut-être même aussi des périmètres d'études qui étaient les périmètres que nous proposait la France, Paris en particulier, la ville historique, les rapports de la ville historique à la ville périphérique. En tout cas, juste après le diplôme et j'ai envie de dire les études d'urbanisme, qui étaient déjà portées sur cette ville émergente, en fait, qu'on n'arrivait pas à saisir, nous, culturellement, et qui semblait être quand même la figure principale de la croissance urbaine dans le monde. C'était à l'époque moins sensible en France que ça l'est aujourd'hui, et c'était dans le monde partout très actif. Donc, après ce DEA d'urbanisme, j'ai profité... on va dire, d'années post-études pour faire ce qu'on appelle un service civil pour le compte du ministère de l'économie et des finances et qui m'a amené à être architecte pour donc le ministère. Et ça m'a permis effectivement de voyager à Rome dans un premier temps pendant 6 mois et puis à Pékin pendant 1 an et à Bombay donc pendant 6 mois pour travailler sur des espaces de la représentation française liés au commerce, les postes d'expansion économique et les missions économiques. Et en rentrant de cette aventure-là, les autres associés avaient eu un parcours individuel aussi un petit peu détaché, j'ai envie de dire, de ce qu'on pourrait attendre, en tout cas de la droite ligne d'un architecte implanté en France. On a décidé... pour des raisons diverses et variées, mais pas très affirmées, de tenter un séjour au Brésil, alors qui a démarré à Rio de Janeiro dans un premier temps, pendant une courte période, un peu moins d'1 an, et puis s'est stabilisé à São Paulo avec la création d'une entreprise d'architecture qui a progressivement été amenée à travailler sur des sujets de différentes tailles, j'ai envie de dire, mais quand même portés par cette envie
de découvrir et de pratiquer et de se saisir des grands enjeux contemporains des villes, notamment leurs urgences sociales, leurs urgences environnementales aussi. Et c'était une émulation qui a trouvé son lieu d'application dans le Brésil, qui est un pays à la fois lointain et proche culturellement, lointain sur pas mal d'aspects aussi, mais qui permettait en tout cas de se rêver architecte, délocalisé, mais pas complètement déraciné. Moi, pour avoir vécu à Pékin, je savais ce que ça pouvait vouloir dire. Être déraciné, pouvant échapper difficilement à cette condition d'étranger, ou en tout cas en étant perçu tout le temps comme un étranger. Au Brésil, non. Au Brésil, c'est un pays de facile acculturation. Vous devenez brésilien en une demi-génération. Vous êtes très rapidement brésilien, ce que nous sommes finalement devenus, puisque l'agence a été créée en 2000, et l'agence parisienne plus tard en 2008 suite à l'obtention des NAJA, mais moi je ne suis revenu définitivement en France qu'en 2017. Donc j'ai passé 17 ans au Brésil, ce qui a fait de moi un presque Brésilien, en tout cas aux yeux des Brésiliens, on pourrait dire même un Brésilien. Mes enfants étant brésiliens eux-mêmes, franco-brésiliens, j'ai ramené un petit bout du Brésil avec moi dans ce voyage. Mais l'aventure n'avait pas de date de fin, elle avait une date de début et pas vraiment de contour, à part cette envie, cette soif de participer d'une manière ou d'une autre à cette grande aventure urbaine qui se dessinait sous nos yeux. Alors on a été modeste évidemment dans notre parcours, puisqu'il faut l'être au début, sur les formats de travail. Au début on a commencé effectivement, on ne connaissait pas grand monde et on n'avait certainement pas des clients, donc on a grossi en échelle progressivement. Et puis, on nous a confié des petits bâtiments, des un peu plus gros, et puis des sujets un peu plus larges. On s'est intéressé aux affaires urbaines. On a approché effectivement la politique urbaine de São Paulo, dont on a travaillé sur certains aspects, aussi remporté quelques concours publics, notamment d'habitation à vocation sociale dans l'État de São Paulo, de réhabilitation de favelas à Rio, et puis aussi une activité privée sur des formats de bureaux, de logements et de mixité, et qui nous ont amenés à croître comme architectes et à participer donc et à expérimenter. Alors expérimenter de façon un peu diverse et variée. Et donc ce parcours, il n'a pas été écrit comme ça, mais il s'est produit comme ça. Alors j'ai une question. L'ancrage à Sao Paulo, c'est la commande qui vous a ancré là-bas ? Oui, alors évidemment, le rêve de l'Européen, c'est quand même d'atterrir à Rio dans un premier temps, qui est une ville absolument extraordinaire où vous pouvez sentir... La plage. Vous allez rire. Ce n'est pas ce qui nous a attirés en premier lieu, même si on a beaucoup profité dans un premier temps, on n'avait pas de travail. Mais c'était quand même cette géographie hallucinante, et cette végétation tropicale qui tout d'un coup rentrait en conflit ouvert avec l'architecture, une architecture d'essence moderniste. Alors ça a tout de suite éveillé notre curiosité, quand même, ce rapport curieux entre une architecture extrêmement rationaliste, née quand même de l'idée de la domination de la raison sur la nature, et qui se faisait rétrospectivement ingurgiter par cette même nature qui était censée dominer. Et donc ça donnait lieu à de grosses empoignades absolument magnifiques en termes évidemment architectural, d'émotion, d'intégration intérieure-externe, de végétalisation, de rapport au construit, et qui sont aujourd'hui des thèmes qu'on essaye évidemment de prolonger dans notre activité d'architecte, même en étant sous des cieux moins tropicaux. L'atterrissage n'a pas été trop dur ? Alors, il n'a pas été trop dur. Il est forcément dur puisque c'est un redépart, une sorte de... Il a fallu aussi se réinventer nos outils, réinventer notre manière d'être. Et puis, alors, surtout, s'adresser à un marché, à des collectivités qu'on ne connaissait pas ou plus, avec lesquelles on avait perdu contact. Alors, je veux dire qu'on a quand même aussi profité d'un grand moment d'émulation, de consultation, qui était celui des réinventés. Et qui était une porte d'entrée qui était favorable pour nous, puisqu'effectivement, il y avait la possibilité là de former des groupements, de participer, s'immiscer, et on en a... et de se faire connaître. Et de se faire connaître aussi. Donc c'était une bonne manière de revenir en France, et puis je pense aussi de profiter pour nous de cette expérience acquise au Brésil, mais un peu frustrée en définitive, puisque la politique publique urbaine au Brésil est assez peu efficace et pas trop relayé, en tout cas par des projets fondateurs.
En tout cas, pas autant qu'on le voudrait. Oui. Il y a quand même l'idée de la fin d'un cycle Oui. et le début d'un autre qui s'est accompli en France, dans un moment, je pense, de métropolisation de la France qui pose elle aussi des questions et des problèmes, et qui est un champ d'études aussi passionnant que peut l'être la ville brésilienne. D'accord. Est-ce que vous pouvez sortir de votre manteau d'architecte et rentrer dans celui de l'usager? Et en fait, comment vous vivez, vous, individuellement, cette rupture, en fait, de climat, manière de vivre, de culture, dans votre nouvel amarrage parisien? C'est effectivement un grand changement, mais je pense qu'il y a des continuités qui nous semblent assez évidentes. En tout cas, on essaie de rechercher une certaine forme d'universalité dans des problématiques d'usage, et ces problématiques d'usage, on pense qu'elles sont quand même liées au rapport à l'extérieur ou à l'occupation, aux usages urbains, et on a été effectivement baigné pendant de nombreuses années dans un environnement urbain extrêmement difficile qui est celui des villes brésiliennes, où il y a une résilience et une pugnacité sociale très très forte, qui est, à notre sens, inspirante, hein, une Oui. intensité urbaine, de vie urbaine, qui alors se saisit d'absolument tout ce qui est disponible, c'est-à-dire pas grand-chose, et souvent beaucoup de béton et peu de végétalisation ou de végétation, mais qui, à travers pas que le carnaval, mais aussi, j'ai envie de dire, tous les espaces libres ou les temps libres sont absolument potentialisés par cette culture urbaine brésilienne. Et nous, on en a énormément profité. C'est vrai qu'on est devenus des usagers. Et plus que des usagers, on a même été des instigateurs, puisqu'on a eu la chance de participer à la création d'une école de samba dans l'hypercentre de São Paulo. Donc, c'est vraiment un objet d'étude assez fabuleux et extraordinaire. Mais je pense que dans ce rapport-là, il y a des choses qui sont inspirantes, en tout cas que nous, on aime reporter ou rapporter dans des contextes qui sont différents climatiquement, mais qui au fond viennent un petit peu de la même origine européenne et de cette occupation assez généreuse de l'espace public. En définitive, c'est assez marrant, mais le coronavirus a fait un peu exploser l'utilisation policée de la rue, avec la création de terrasses improvisées dans des matériaux de récupération, alors esthétiquement peut-être un peu choquante pour certains. Enfin, moi j'y vois surtout un grand foisonnement qui me ressemble, qui me fait énormément penser au Brésil, et que j'apprécie aujourd'hui énormément. Donc je trouve que la rue parisienne commence à ressembler terriblement à ce qu'on peut retrouver à São Paulo ou ailleurs, et j'y vois moi. On sort un petit peu de la rigueur haussmannienne, c'est Oui, ça? oui, oui, cette espèce de vitalité D'agilité. qui tout d'un coup transborde, et puis trouve quand même des objets de création que sont ces espaces externes, etc. Je pense qu'on réapprend à occuper l'espace disponible. Et puis on se pose la question aussi, et ça nous intéresse terriblement, de la possibilité d'en créer de nouveaux ou plus, ce qui est à mon sens une des grandes questions urbaines aujourd'hui, qui est notre capacité à créer des espaces communs, alors sur le sol, hors sol, en haut des immeubles, au milieu, on ne sait pas trop, et puis surtout aussi peut-être des espaces végétalisés, donc qui soient à la fois des espaces externes appropriables socialement, mais aussi végétaux. Enfin, en tout cas, je pense que les grandes villes et les métropoles françaises doivent très très rapidement trouver des formules satisfaisantes pour, par exemple, endiguer un éventuel exode rural qui serait pas du tout, alors là, souhaitable sous beaucoup de points de vue. Il ne s'agit pas de fuir les villes pour aller à la campagne, il s'agit peut-être plus de réinventer la ville et de lui donner des qualités d'usage, des qualités de loisirs et puis de vie qui sont celles de la campagne. Et donc ça, ce sont des choses qui nous intéressent, parce que on les a connues aussi au Brésil d'une certaine manière, puisque tout ce qui nous arrive aujourd'hui existe depuis bien plus longtemps dans les villes brésiliennes, puisque au Brésil, tout est amplifié 10 fois. Toutes ces problématiques sont amplifiées 10 fois, donc sont très visibles à l'œil nu. Alors, on découle une question par rapport à la figure de Paris et à l'aspect mythique de cette ville. Quelle réponse vous donneriez aux amoureux de la ville? Parce que ça bouscule quand même le paysage, les habitudes, ça bouscule beaucoup de choses.
Je pense qu'on n'a pas le choix que de reposer sans cesse la question de l'évolution d'une ville. Une ville ne peut pas à aucun moment être considérée comme accomplie, finie. C'est d'ailleurs paradoxal, mais je vais quand même le raconter parce que c'est une anecdote intéressante. Vous savez que, par exemple, Brasilia, capitale du Brésil, qui était construite en 5 ans par Lúcio Costa et Niemeyer, d'un coup d'un seul, est une des seules villes contemporaines qui soit classée. Et à ce titre, c'est complètement paradoxal et contraire à ce qui se passe au Brésil. C'est un endroit qui est absolument préservé où vous ne pouvez plus rien faire d'autre que ce qui existe. Il s'est muséifié quasiment à la naissance. Voilà. Donc vous avez le symbole de l'architecture contemporaine dans sa transformation qui tout d'un coup se retrouve figé, condamné à ne pas évoluer. C'est évidemment ce que Niemeyer ne voulait pas lui-même, ni Lúcio Costa, mais c'est ce qui est quand même arrivé. Et c'est ce qui rend aujourd'hui Brasilia une ville avec d'énormes difficultés, problèmes, puisque la vie et les croissances apparaissent de façon désordonnée autour de cet ensemble très bien agencé et très parfaitement préservé. Donc je ne pense pas qu'on puisse à aucun moment donné dater l'arrêt ou on va dire l'âge d'or d'une ville en déclarant voilà, c'est bon, c'est maintenant, on arrête. Alors pour les défenseurs du patrimoine, on sait qu'il ne faut quand même pas muséifier la ville, mais est-ce qu'il n'y a pas des tranches de ville qui doivent être conservées dans leur jus, dans leur énergie, dans... Alors, je vais peut-être pas être le meilleur interlocuteur pour répondre à cette question, parce que j'ai à un moment donné de ma vie passé plus de temps au Brésil qu'en France. Alors, maintenant, je suis passé de l'autre côté. Donc, je suis plus français que brésilien. Mais j'étais extrêmement choqué et marqué par le fait qu'une ville comme São Paulo a détruit 95% de son patrimoine. C'est ce qui s'est passé de fait. Pourquoi ? Parce qu'on a laissé la ville justement aux mains d'une promotion immobilière, de logiques qui ont tout emporté. Et puis aussi peut-être d'une idéologie en disant voilà, nous voulons la modernité. C'est un contre-exemple absolument saisissant. Oui. Pour autant, ce qui est conservé là-bas au milieu de toute cette dynamique n'arrive pas à survivre. Donc le patrimoine, finalement, si vous voulez condamner un bâtiment, vous le classez. Dans un univers un peu agressif, c'est un petit peu ce qui se passe, puisqu'il n'y a aucune activité qui trouverait place exactement. Dans le cas de Paris, je ne peux pas concevoir qu'on puisse effectivement arriver à préserver tout à fait et complètement tel quartier, tel endroit. En plus, je trouve, mais je crois pas me tromper de beaucoup, que contrairement à ce qui est souvent dit, on a quand même œuvré dans le sens de la valorisation de ce patrimoine, de façon assez large. On y a investi beaucoup d'argent, on l'a bien fait, me semble-t-il. Je parle de Paris, mais je pourrais parler de la plupart des villes françaises. Moi, je suis originaire de Troyes, je ne sais pas si vous connaissez Troyes, c'est en Champagne. Non, je ne connais pas Troyes. Bon, c'est une petite ville médiévale à 150 km de Paris, si vous voulez. Moi, j'ai grandi à Troyes, il y a donc pas mal d'années. La ville était repoussante, il n'avait absolument aucun intérêt touristique, d'ailleurs il n'y a pas très peu de touristes. Aujourd'hui vous retournez à Troyes, tout est impeccable, les monuments sont absolument entretenus, les espaces urbains sont remarquables, il y a un effort qui a été fait, on va dire dans le sens de la muséographie, de la muséification, et puis vous avez maintenant un tourisme qui s'est installé et qui donne finalement une seconde dynamique. Dans le cas de Paris, j'ai des souvenirs d'étudiants où la cour du Louvre était toute noire avec une mare de voitures. J'ai pas mal de souvenirs comme ça, en réalité. C'est vrai que les villes, dans notre enfance, étaient très noires. Donc, je pense qu'il y a un effort considérable qui a été fait au niveau de la préservation, mise en valeur du patrimoine, et puis associé une certaine qualité aux requalifications des espaces publics qui sont attenants, qui ont eu tendance à se piétoniser, à gagner en qualité. Et je ne vois pas, moi, d'autres solutions. En plus, on voudrait préserver finalement un tissu qui lui-même a perdu beaucoup de sa composition initiale, puisque le Paris haussmannien, il y avait une pyramide sociale qui représentait quand même la société à la verticale. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les commerces ne reflètent pas davantage. Enfin bref. Finalement, on a déjà énormément évolué par rapport au modèle d'origine. Il s'agirait peut-être d'ailleurs même d'essayer de le bousculer, de le reproduire, ou en tout cas de lui redonner un petit peu de mixité, de mélange, qui était la proposition initiale.
il avait une capacité à se transformer sur lui-même qui était quand même assez forte. Ah bah c'est remarquable, ça a été mis en lumière d'ailleurs par l'exposition Avec de Franck Boutet et Lannes. Franck Boutet et Lannes à l'Arsenal. C'est évident que c'est un modèle qui continue d'être éclairant et possible, rend possible encore un travail de reprogrammation, et ça c'est assez formidable. Surtout que c'est véritablement, je pense, aujourd'hui un des enjeux majeurs qui va être de reprogrammer et refaire la ville sur la ville plutôt que de démolir, reconstruire. Qui est une évolution marquante de nos métiers, ça c'est évident. C'est en effet ce que disent la majorité de vos confrères. Vous évoquiez votre enfance et je vous avais posé les questions de votre jeunesse, de votre envie d'architecture. Vous seriez prêt à nous raconter un peu votre histoire, comment ce métier vous a inspiré et pourquoi vous avez pris cette voie? Enfin, qu'est-ce qui vous a emporté dans cette voie? Je pense de façon assez évidente. Mon enfance troyenne, en tout cas la prime enfance, était quand même très, très, très associée à une architecture très présente en termes patrimonial, constructifs. Pas mal de chantiers auxquels je participais de façon bénévole, puisque c'était finalement un peu le jeu de refaire sa maison. Et je pense qu'il y a un rapport là à l'architecture, à la matière, au bois. Il y a une fascination, il existe quand même des spécificités de chaque endroit. Et à cette époque-là, alors peut-être sous l'impulsion d'un professeur un peu éclairé, je me souviens très bien qu'on est allé visiter un endroit qui mérite à lui seul le voyage jusqu'à Troyes, c'est pas très loin. C'est le musée de l'outil et de la pensée ouvrière. Le musée de l'outil et de la pensée ouvrière, vous avez des dizaines de milliers d'outils de différentes époques, de absolument tous les métiers qui utilisent des outils. Et c'est présenté dans des superbes vitrines, très, très bien éclairées, d'ailleurs, une muséographie assez jolie. Et là, vous avez ces dizaines de milliers d'outils qui expriment un truc très fort dans un bâtiment médiéval, avec une forte charpente en bois très présente. Et c'est en même temps aussi la maison des compagnons du devoir. Donc vous avez des chefs-d'œuvre de compagnons, etc. Donc ça, c'est un petit peu l'odeur de mon enfance, d'une certaine façon. Alors, c'est pas le métier tel que je le pratique aujourd'hui. Mais on va dire que c'est sûr que ça a une influence considérable. Le façonnage de la matière par la main de l'homme. Voilà. Du coup, comment jonglez-vous maintenant, aujourd'hui, entre Paris et Sao Paulo? Donc vous êtes vraiment plus ici maintenant, c'est ça? Alors maintenant, oui, je pense que il est bon d'avoir un rapport assez étroit avec les sujets qu'on travaille en tant qu'architecte. J'aime pas trop l'idée, effectivement, de la distance culturelle ou de la distance même à l'objet, ce qui pour moi rend pratiquement impossible la pratique dans des endroits qui me seraient culturellement inconnus. Je pense qu'il y a vraiment... on est de plus en plus quand même dans des métiers de dialogue, on est dans des métiers d'écoute, où le geste créateur est finalement beaucoup plus façonné par un dialogue et la prise en compte de beaucoup de points de vue et de beaucoup de contraintes techniques et normatives qui nécessitent une présence et un investissement absolu sur les sujets que vous avez à traiter. Et moi, lors de mon retour en France, je me suis très très rapidement aperçu que même ayant vécu 17 ans au Brésil et connaissant parfaitement le contexte, le milieu, la langue et tout ce qui l'accompagne, ça me devenait pratiquement impossible de participer à distance, même en y allant très souvent, ce qui était le cas au début, ou en tout cas de donner une continuité satisfaisante au projet. Et puis, il s'est produit finalement ce qui était attendu et prévu, c'est-à-dire que les deux associés français, Olivier Raffaelli et moi-même, qui travaillent de façon permanente en France, s'attachent au projet français, et Grégory et Carolina s'attachent au projet brésilien. Mais avec une spécificité, c'était que l'agence française a été montée en 2008, et on est revenu, Olivier en 2015 et moi en 2017. Donc on avait monté depuis 2008 une équipe, d'ailleurs composée de pratiquement que de franco-brésiliens ou de brésiliens ayant beaucoup fréquenté la France, et très intéressés, eux, à travailler sur des projets français. Donc cette équipe franco-brésilienne de São Paulo, qui travaille à nos côtés maintenant depuis pratiquement 12 ans, sur des concours, sur des projets, nous l'avons conservée. Et puis, on s'est attaché à faire croître l'agence parisienne, ce qui fait que y a encore des gens au Brésil
qui font des allers-retours. D'ailleurs, c'est assez marrant. Il s'est créé des histoires un peu internationales, transatlantiques, des mariages même. Et puis vous avez assez fréquemment des gens qui viennent du Brésil et puis des gens qui sont en France qui vont passer un petit peu de temps au Brésil. En fait, il y a un exotisme croisé. Voilà, exactement, qui va bien aux deux, hein, parce qu'il y a un amour quand même des deux cultures. Ce sont deux pays qui s'apprécient, Oui. sans trop savoir pourquoi d'ailleurs, souvent, mais c'est pas grave. On va dire que c'est même heureux. Et donc, il y a cette équipe avec laquelle on est en rapport quotidien, mais à 10 000 km de distance. Se greffe sur cette complexité, parce que c'est quand même un exercice, je pense, hors norme, se greffe l'impact du Covid. Comment vous l'avez vécu Alors, le Covid a finalement prolongé une habitude de l'agence aussi, qui était de travailler en équipe à distance. Oui. L'existence de cette équipe brésilienne nous a obligés depuis 12 ans à mettre en place des protocoles, des manières d'échanger, de communiquer, des outils qui ont rendu plus facile pour nous le passage en télétravail puisqu'on en avait culturellement un peu l'habitude. Et je crois qu'on a été, comme tout le monde, assez séduit dans un premier temps aussi par la liberté gagnée, individuelle, de pouvoir se défaire des réunions physiques. Puis on a aussi participé, comme tout le monde, à des réflexions disant c'est vrai, pourquoi pas, peut-être qu'on se trompe, on n'a pas besoin d'avoir une agence aussi grande. Et puis, chemin faisant, on se rend compte que non, on fait un métier de confrontation, de dessin, où il faut des maquettes, il faut des dessins, il faut des choses, il faut des rencontres. Et donc, on ne pourrait pas se passer d'un endroit comme une agence, un atelier, qui serait un endroit d'échange. Un atelier créatif, par exemple. Voilà. Et quel est l'effectif de votre agence, au Brésil d'une part et en France ? Alors, il y a une équipe brésilienne dédiée à des projets brésiliens qui comporte 50 personnes environ. Et puis nous-mêmes, on est 15 à Paris, avec un peu moins au Brésil sur les projets français. Voilà. Pouvez-vous nous éclairer sur la manière dont la pratique de l'architecture en France se différencie de celle au Brésil ? C'est à la fois une question ouverte, mais à la fois en termes d'espace, peut-être en termes de commandes. Alors, c'est évidemment très, très, très extrêmement différent. À la fois la pratique, la commande, le rapport à la commande, les circuits privés, les circuits publics, l'importance des pouvoirs publics dans le processus, et puis l'accès à la commande, tout est absolument différent. Vous ne pouvez pas comparer l'un à l'autre. Mais en termes d'architecture, si vous voulez, c'est assez incroyable, mais il y a une différence fondamentale qui conditionne tout le reste. C'est la thermique. Le fait qu'en France, nous ayons affronté un hiver rigoureux qui nous oblige à nous protéger du froid, alors que, à l'inverse, il est envisageable de ne pas se protéger du chaud dans un pays subtropical. Il faut savoir qu'à São Paulo, il n'y a pas de système de chauffage dans aucune maison pratiquement. Une cheminée suffit pour le mois ou les 15 jours de fraîcheur où il faut s'en servir. On peut éventuellement se protéger du chaud et on se protège, mais les conditions climatiques sont tellement distantes que le rapport à la thermique est fondamentalement différent. En France, on va chercher à se protéger et on va chercher à faire des enveloppes les plus étanches possibles, alors qu'au Brésil, on va faire tout le contraire. On va chercher à faire des enveloppes les plus poreuses possibles, dans lesquelles on va pouvoir travailler des convections, des ventilations naturelles pour rafraîchir les bâtiments. Donc vous avez un pays dans lequel l'enveloppe se conçoit à l'horizontale, puisque c'est finalement le plancher qui définit le cadre, et vous avez besoin de pratiquement aucune matière pour séparer l'intérieur et l'extérieur. Du verre suffirait, ou avec un peu d'isolation, mais on va dire pour faire grosse masse, vous avez vraiment une intégration horizontale intérieur-extérieur. Vous avez en Europe, en France, des barrières qui se sont érigées entre l'intérieur et l'extérieur, au point qu'il est pratiquement plus possible de concevoir des bâtiments où vous avez le plancher qui se prolonge à l'extérieur, et puis on a un percement qui permet de passer l'un à l'autre. On est passé à autre chose, c'est-à-dire que pour des raisons thermiques, et de ponts thermiques qui sont très vraies et très évidentes, on conçoit un corps, et puis s'il faut un balcon, on vient rajouter quelque chose dans un autre matériel, quelque chose qui puisse permettre un accès externe.
Donc c'est tout ce rapport de l'intérieur à l'extérieur qui est bouleversé. Et on le lit, on le voit aussi au niveau des rez-de-chaussée, au niveau des vues, puisque finalement les bâtiments ont eu chaque fois plus tendance à se renfermer sur eux-mêmes et à rendre à chaque fois moins évident ce qui nous semblerait être l'objectif à atteindre et qui est au contraire de retrouver des perméabilités les plus grandes possibles. Alors évidemment, là, on s'était un petit peu focalisé ces dernières années sur l'approche thermique. Il s'agissait de consommer moins d'électricité. Et pour ce faire, on utilisait des matériaux qui étaient épouvantables en termes de carbone d'ailleurs. C'était pas grave puisqu'on ne regardait que les consommations. Maintenant, on étend la réflexion à l'approche carbone. L'approche carbone, c'est tout. C'est tous les matériaux qui composent le bâtiment, tous les systèmes, et puis le cycle de vie, la maintenance, etc. Dans cet exercice-là, il y a des choses qui, finalement, étaient bonnes hier, ne seront plus aujourd'hui. Et puis, on pourrait en profiter, c'est ce qu'on essaye de faire, pour re-questionner cette histoire d'enveloppe, de ventilation naturelle et de rapport intérieur-extérieur, pris dans un bilan carbone, on va dire, global de l'opération. Mais il faut bien reconnaître qu'on en est, alors là, au tout début, de l'aventure et qu'on est au fond, puisque c'est quand même un de nos domaines d'expertise liés à quelques projets qui ont été remportés, notamment avec Col des Filles. Oui, j'allais y venir, mais alors... Je l'ai vu marquer, c'est pour ça. Et qui est un concours proposé par le C40, donc l'association des 40 villes, qui a été créée par le maire de Londres, si j'ai bonne mémoire, il y a bientôt 10 ou 12 ans, que Anne Hidalgo a présidé jusqu'il n'y a pas très longtemps. Aujourd'hui, c'est le maire de Los Angeles. On ne parle pas beaucoup de cette histoire, mais il y a 40 villes dans le monde, enfin, en fait, ils sont 90 ou 100 maintenant, mais qui réfléchissent collectivement à baisser leur bilan carbone. Le C40, à travers l'expérience du Réinventer Paris, a souhaité donc promouvoir un concours à échelle mondiale, et nous avons remporté un des sites parisiens, donc sur le canal de l'Ourcq avec Col des Filles, et c'est un site le long d'un quartier mixte où la question qui était posée évidemment était celle du quartier mixte, sa qualité, son architecture, mais aussi de stratégie pour baisser le bilan carbone de l'ensemble de l'opération. Et nous travaillons sur une hypothèse à moins 25% par rapport à on va dire une opération classique RT 2012, pour parler de la réglementation thermique actuelle. Et donc, les questions se posent et se sont posées au moment du concours. Maintenant, elles se posent en phase opérationnelle. On est quand même bien obligé d'admettre que la filière n'est pas prête véritablement à pouvoir se saisir complètement de ces sujets. Oui. Elle peut le faire partiellement, c'est ce qu'on essaye de faire, mais on est très 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 loin du compte. On est encore comme dans un laboratoire ouvert finalement. Oui. Alors, est-ce que maintenant, vous pourriez nous raconter l'histoire de vos projets ? Comment vous parleriez de l'histoire de vos projets ? Nous avons des thématiques communes qui nous intéressent, qui sont effectivement des choses qu'on essaie toujours un peu exogènes au projet particulier, et qui viennent, à mon avis, donner continuité à certains travaux initiés, tant sur le plan des consommations carbone, du rapport intérieur-extérieur, de la végétalisation des bâtiments, que nous pensons comme quelque chose de durable et non pas une mode passagère. D'ailleurs, les Brésiliens font ça depuis 50 ans, et je trouve assez bien d'ailleurs, de façon assez simple, sans beaucoup de systèmes. On confond parfois beaucoup le mur végétal technologique avec une simple végétalisation par bac. Enfin, il y a des solutions qui sont quand même extrêmement simples. Il ne s'agit pas de faire du greenwashing exclusivement, mais il s'agit bien de potentialiser toutes les surfaces disponibles pour créer des espaces végétalisés externes. Alors, il ne s'agit pas simplement d'abaisser la température, il s'agit aussi de ne pas perdre ce contact qui devient et qui définit l'homme contemporain, parce que on voit bien que Haussmann ne s'est pas beaucoup préoccupé du rapport à la nature. Du rapport à la nature. Il faut bien admettre que les modes de consommation, de sociabilité vont dans ce sens. Donc il faut bien assouvir ce besoin, en tout cas à l'intérieur des villes, au risque de faire fuir finalement tous les habitants qui souhaiteraient ou qui souhaitent avoir ce contact un peu privilégié, étroit avec
un arbre, une feuille, un petit oiseau. Mais il y a des gens qui n'aiment pas ça. Alors il en reste, mais de moins en moins, je C'est pense. vrai. Je pense. Vous vous intéressez à l'usager? Après, la vie de vos bâtiments, comment vous allez voir, vous allez regarder la manière dont les gens s'approprient votre architecture? Alors, on a effectivement une attention particulière sur le fait, c'est pas le cas de tous les architectes, quelqu'un comme Aravena a ouvert un peu des portes qui pour nous ont été assez évidentes et qui au Brésil font absolument sens quand vous travaillez dans des contextes de favela ou d'autres, et qui s'appelle l'autoconstruction. Et l'autoconstruction, c'est ce que fait l'usager de votre architecture. Ce qui fait qu'il y a quand même pas mal de projets qu'on a livrés il y a maintenant 10-15 ans, qui ont subi des transformations plus ou moins grandes. Et là encore, pour nous, on trouve que cette transitivité, cette prise en main de l'usager du bâtiment, elle n'est pas forcément à combattre, mais elle fait partie du cycle de vie et elle est la marque de l'usage. Et je trouve qu'il y a des bâtiments qui se saisissent plus ou moins bien de ce genre d'intervention et qu'en aucun cas, alors évidemment, je pense qu'il y a des bâtiments publics qu'on doit protéger. Il ne s'agit pas non plus de laisser faire parce que là, je parle d'usage, de terrasses, de balcons, de petites maisons sur le toit qu'on vient construire. Évidemment, ça me fait moins plaisir quand on vient mettre un moteur de climatisation sur le toit ou en façade directement, un peu tordu parce que le mec ne pouvait pas vraiment, c'était pas prévu pour. Mais mine de rien, ça reste quelque chose qu'il faut admettre. On n'est pas des directeurs artistiques de la vie des gens. On ne va pas choisir leurs rideaux, leurs intérieurs ou les meubles qu'ils vont mettre sur la terrasse. Je sais qu'il y a beaucoup de bailleurs sociaux, de gens qui s'inquiètent énormément, justement, quand on leur propose trop de terrasses ou des terrasses trop transparentes, ce qui pour moi est une évidence, qui s'inquiètent en disant, voilà, on va se retrouver avec des vélos, des poussettes sur les terrasses. J'ai envie de dire, oui, c'est la vie. C'est la vie. C'est comme ça. On ferait mieux plutôt d'anticiper et d'inscrire ça que tout simplement l'empêcher. C'est chouette. Peut-être qu'on va parler de Villa M. On va aborder aussi ce sujet dans notre nouveau numéro en anglais. Écoutez, parfait. Alors la Villa M, c'est un programme qui est très intéressant parce que c'est un programme qui n'existe pas vraiment et qui est né de l'inspiration d'un groupe mutualiste sous l'impulsion de son président et puis des personnes qui sont autour de lui et qui est né d'une réflexion assez simple, alors qu'il y avait au moment du concours une importance et puis maintenant qui revêt une importance alors là pratiquement nationale, puisque l'idée c'était de faire la villa des médecins. Attendu que les médecins s'occupent de tout le monde, mais pas tellement d'eux, et notamment pas trop de leur santé, de leurs addictions, dans une profession qui a perdu un peu de son statut, donc qui crée des troubles. Donc l'idée du groupe Pasteur Mutualité, c'était de créer une maison du bien-être où les médecins affiliés puissent, lors de leur passage à Paris ou de façon spontanée, dormir, se restaurer et puis aller chez le médecin. Se faire ausculter et donc se faire soigner et s'occuper un petit peu d'eux. Et ce programme a mis plusieurs mois à être mis au point et c'était un programme évidemment ouvert au grand public. Il ne s'agissait pas de faire un cluster pour les médecins, il s'agissait simplement d'offrir des choses de préférence pour les médecins, mais aussi ouvert sur la ville. Et puis avec une possibilité d'évoluer sur un troisième calque qui est important et qui serait de s'inscrire dans un écosystème de lieux hospitaliers ou lieux de recherche qui existent autour de la Villa M, puisque la Villa M se trouve dans le 15e sur le boulevard Pasteur. Vous avez l'Institut Pasteur qui est juste derrière, puis Necker. Et donc avec des possibilités, notamment, qui sont à l'étude, d'accueillir des patients dans ce qu'on appelle l'hôtel hospitalier, c'est-à-dire des chambres d'hôtel à disposition de gens qui vont être opérés, mais qui ne vient pas surcharger l'assistance publique, puisque vous savez que le prix des chambres est absolument faramineux, en tout cas beaucoup plus que celui d'un hôtel à proximité. Donc il y a cette interaction de trois phrases dans un lieu emblématique, de qualité et situé sur un boulevard parisien,
à l'endroit où le groupe avait déjà 2 immeubles, un hôtel et un petit centre d'affaires. Et donc la programmation a été consolidée autour de cette idée. Et l'idée aussi que les médecins avaient aussi besoin de travailler, que la médecine de demain, c'est aussi une médecine liée aux technologies, au développement de nouveaux produits. Ces produits, on va pouvoir les montrer à la Villa M. Il y a un petit showroom, il y a une galerie d'art qui va parler d'art et de santé. Vous aurez des espaces de coworking où les gens pourront travailler lorsqu'ils sont de passage, mais aussi des espaces de conférences où on pourra faire des interventions, expliquer des lancements, des produits. Et donc, une population de médecins qui rencontre une population peut-être de malades, et puis liée à une population de tiers, de passage, de façon à décloisonner un petit peu la médecine et lui donner un nouvel ancrage urbain. Alors ce programme date d'avant le coronavirus. Évidemment, aujourd'hui, il prend une valeur autre. Et commence à être effectivement très étudié. Il en est où ce projet ? Alors là, on est en phase de finalisation de ce qu'on appelle, nous, le clos couvert, c'est-à-dire l'immeuble, et puis de consolidation des espaces internes pour une ouverture début 2021. D'accord. J'ai cru voir sur les images que la végétation habillait quelque part les façades. Alors elle habille effectivement les façades. On a mis en place un système structurel avant tout, puisque c'est un système qui porte la façade, mais c'est aussi un système qui porte des bacs, très simplement des bacs, des jardinières si vous préférez, qui fonctionnent par gravité et avec de la terre. On a essayé effectivement sous les bons conseils de Coloco, qui est en charge de toute la végétalisation du complexe, qui nous a demandé effectivement un certain volume de terre qu'on a été en mesure de mettre en place dans une discussion effectivement avec le maître d'ouvrage, puisqu'il s'agissait, vous savez, à Paris, il faut créer l'espace pour ça, parce que vous êtes tenu de construire l'alignement, donc si vous reculez, ça veut dire que c'est des mètres carrés en moins. Ça veut dire qu'il faut aussi que, et c'était le cas, le maître d'ouvrage attache une vraie importance à la présence de ce jardin vertical, de modeste taille, mais qui va venir se lover dans cette infrastructure métallique et créer, pour l'hôtellerie notamment, mais pour les espaces de travail aussi, un premier plan. Au niveau du sol, c'était très important. Alors là, c'est encore une fois une thématique, c'est que le sol se prolonge à l'extérieur par un parterre planté, qui n'est pas très important en termes de profondeur, mais qui fait, lui, donne vraiment cette sensation, si vous voulez, de continuité, puisqu'on a de grands volumes vitrés qui donnent à voir à l'intérieur cette végétation, et qui, de l'extérieur, forme aussi un premier plan, crée une certaine forme d'intimité pour des chambres, par exemple, qui sont extrêmement vitrées, et un premier plan alors autour de thématiques, de plantes, jardin des simples, plantes médicinales, beaucoup de fleurs. Et là, il y a eu aussi un dialogue très important avec la mairie de Paris en général, les services instructeurs, les ABF, pour donner corps et épaisseur à ce projet et le rendre aussi, on va dire, approbable, je ne sais pas comment on dit. Et cet aspect de végétalisation était relativement important. Aujourd'hui, il est visible, même si les plantes ont été mises en place en juillet. On a déjà un beau volume de plantes. Et je pense qu'il fait aussi référence à certains immeubles qui nous ont inspirés. On est quand même... Enfin, moi, j'ai toujours été marqué par l'immeuble de Sauvage. Oui, de la rue Vavin. De la rue Vavin. Donc, pour moi, il y a une continuité, effectivement, avec des immeubles qui ont existé, qui existent dans l'histoire de Paris, qui sont finalement des immeubles contemporains, modernes, modernistes, mais où il y a une certaine végétalisation, on va dire, non technologique, mais très simple, en fait, qui est celle de Bach. Et donc, on souhaitait s'inscrire sur ce grand boulevard dans cette continuité. Donc, il va falloir entretenir ces jardinières et ça va faire revenir les jardiniers dans Paris. La question de l'entretien est absolument cruciale et indispensable. On est dans le cadre d'un immeuble géré par un groupe mutualiste, donc qui garantit la pérennité de cet usage et qui prend en charge une maintenance que, à notre tour, on va être, nous, en mesure de limiter au maximum pour ne pas rendre l'exercice complètement fou en termes de maintenance. Donc le cycle de maintenance est relativement réduit. On parle de 2 à 3 interventions par an.
lié essentiellement à du nettoyage. On enlève les feuilles, on remet un petit peu les plantes. Et puis vous avez un système d'irrigation permanent qui lui-même lié à un système de récupération d'eau et qui va permettre aux plantes de passer l'été et l'hiver. Et selon une technologie assez rudimentaire. Voilà. D'accord. Et la matière qui entoure la végétation, quelle est cette matière? Alors on est sur des bacs composites qui sont mis à l'intérieur, lovés dans des profils métalliques. Ce sont des profils métalliques. Oui. Oui, d'accord. Bon, vous avez fait beaucoup de réinventer, vous avez évoqué ça en début d'émission, vous avez agité beaucoup d'idées. Comment imaginez-vous le monde d'après? Alors c'est quand même un ensemble de concours qui aujourd'hui est assez critiqué. Il y a un certain plaisir à critiquer les concours. Moi, je voudrais juste rappeler, mais je me trompe peut-être, je ne crois pas, que le dialogue, en tout cas la composition, la complexité programmatique des usages et des programmes était autre avant et plutôt mieux après maintenant qu'avant. Donc il y a quand même une vraie avancée, c'est indéniable, même si on est de mauvaise foi, je pense qu'on ne peut pas nier ce fait-là. Pour en avoir débattu moi-même, je pense qu'il faut reconnaître que ça a quand même dépoussiéré pas mal de choses. Voilà, vous êtes d'accord? Je suis absolument aligné sur cette idée, et d'ailleurs c'est une idée tellement contagieuse qu'elle vient même s'appliquer à des sujets hors concours. Donc vous vous retrouvez finalement, comme ça nous est arrivé à Dijon, sur des concours qui ne sont pas des appels à projets innovants, mais qui sont juste des concours d'architecture, où les 3/4 des concepts qui ont été développés sont exigés auprès de maîtres d'ouvrage qui, sans doute, il y a 10-15 ans, auraient tout simplement fait un ensemble monofonctionnel avec une clôture autour. Et donc, il y a, de ce point de vue-là, une grande avancée qu'il faudra, là, maintenant, relayer, je pense, avec une autre problématique qui est celle, évidemment, des enjeux environnementaux. Et puis, des discussions sur la densité de la ville, et notamment en fonction des nouvelles majorités politiques qui viennent à émerger et puis à prendre les rênes des grandes villes françaises. C'est un moment qui sera forcément passionnant. Alors certains se crispent déjà, puisque évidemment il y a peut-être des choses qui ont été dites ou faites qui ne sont pas bien tombées. Mais je pense qu'au fond, cette réflexion-là est nécessaire, sera forcément porteuse de demain, de lendemain, peut-être pas aussi joyeux que ça, mais certainement différent. Oui, de toute façon, on ne fait pas d'omelette sans casser deux, déjà. Et il faut bien avancer. Si vous aviez aujourd'hui des jeunes architectes ou étudiants architectes en face de vous, qu'est-ce que vous auriez envie de faire passer comme message ? Alors, il se trouve qu'effectivement, je suis dans un entre-deux d'enseignement, mais que probablement, dans un avenir très proche, je vais reprendre de l'activité, puisque c'est vraiment quelque chose qui, effectivement, est indispensable et absolument complémentaire, indispensable à notre activité de praticien. D'ailleurs, Olivier Raffaelli est lui-même enseignant, et je compte le rejoindre au plus vite. C'était passionnant de le faire au Brésil. Maintenant, il me tarde de revenir en France. Et tout simplement pour débattre de ces choses-là, parce que en définitive, il devient de plus en plus compliqué, me semble assez difficile aujourd'hui de définir quel est le véritable sens de l'histoire, ou de l'histoire urbaine ou architecturale, s'il en existe un. Je ne parle pas du bon côté de l'histoire, il ne s'agit pas d'être du bon côté de l'histoire, il s'agit de rentrer dans le sens de l'histoire. Moi, je pense que c'est ça, le dialogue enseignant professeur, c'est débattre et remettre inlassablement cette question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce que nous pouvons faire, et sans céder ni au populisme, ni à la réaction, ni évidemment à l'angélisme, ni à l'écologisme, l'écologie punitive, mais tout simplement essayer de définir une ligne qui soit tenable, souhaitable, et qui me semble très très difficile à tenir. Et ça, vous n'y arrivez que si vous êtes en confrontation avec plusieurs personnes qui représentent
pas toutes la même version de l'histoire. Et je pense que le milieu universitaire est absolument propice à cet échange, cette empoignade qui permet d'avancer. Oui. Cette foi fougueuse de la jeunesse. Et la fougue de la jeunesse est absolument nécessaire pour ne pas devenir soi-même un vieux con. Enfin, en tout cas, un vieux con. Ouais, vous n'êtes pas le premier que j'entends dire la première archi, mais c'est bien, c'est formidable de se remettre en question comme ça. C'est nécessaire en tout cas. Quel métier! Et vous dansez toujours parce que, il faut des plages pour se ressourcer par rapport à toutes ces responsabilités. La samba, elle en est où? Oui, alors moi je ne suis pas un très grand danseur de samba, même si j'ai essayé pas mal de fois. Alors évidemment, après 4 ou 5 caipirinhas, on a l'impression mais je crois que non. D'après les observateurs, c'est pas terrible. Mais en revanche, il existe au Brésil une pratique festive assez intense, qui touche d'ailleurs une population assez large. C'est ça qui est assez formidable. Ouais. Tous les milieux, et puis tous les âges. Tous les âges. Je pense que le Brésilien, il y a toujours une partie de son corps ou de son âme qui reste un petit peu jeune, ce qui fait que vous retrouvez des gens de 60, 65 ans qui dansent comme s'ils en avaient 15 et qui boivent aussi comme s'ils en avaient 15 sur des périodes concentrées, parce qu'ils ne peuvent plus. Mais bon, le carnaval est cet endroit où vous allez croiser tout type de personnes et puis tout type de couches sociales et qui vont se rencontrer dans un exercice, à mon avis, nécessaire de danser, de se laisser aller, d'anthropophagie joyeuse. On mange l'autre, on le dévore, on le touche. Alors ça, c'est pas du tout geste barrière. Je sais pas comment on va faire. D'ailleurs, ils ont annulé le carnaval. Ça, c'est la première chose qu'on a faite pour dire ça, c'est pas du tout. Donc il n'y aura pas de carnaval de Rio coronavirus compatible. En février, c'est ça? Ah ben il n'y en aura pas. Oui, ça c'est déjà prévu. Et effectivement, là, il faut qu'on trouve quelque chose pour qu'on puisse continuer à danser de cette manière. Formidable. Alors, soyons patients, finalement. Merci beaucoup d'avoir répondu. Peut-être que vous avez envie de dire un mot pour la fin, un message à faire passer. Non, je sais fait passer de messages. C'est bon. Ok. Alors, on s'arrête là. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse Comdarchi Podcast, COMDARCHI Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.